Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une suite de lecture. Nous sommes à la suite de la précédente VOD. Nous arrivons sur une nouvelle partie, le secteur du soin extra-synchisier. Oh putain, j'ai du mal à le dire ce terme. Ah, ça me tue. Extra-synchisier. Voilà, je crois que je l'ai bien dit. Je crois que je l'ai bien dit pour une fois. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce que rapporte Keriev est un cas isolé, singulier, un problème local. Des politiques, distales comme proximales, menées depuis une longue date, ont créé les conditions de ces problèmes, et ce depuis des années, que ce soit dans les EHPAD, les hôpitaux, les services psychiatriques, etc. Et la pandémie qui a cours au moment où je raconte cette update, on répète que le livre a été écrit en 2021, je crois. Un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, 2020, 2021, j'ai un doute. Ce terme est nul aussi, j'aurais pas dû faire ce néologisme. Ah, j'avoue que j'ai du mal à le dire. Hein. Lui et son copain, j'ai du mal à les dire, les deux. Extrasec, intrasec, y a pas de problème. Mais faut dire séquisé, ça passe plus. J'ai du mal. Mon cerveau dit non. Donc bref, au moment où c'était écrit, il me semble que c'était 2020-2021. Je présume que V6 va nous confirmer. Mais donc en gros, c'était... début, milieu, on va dire, de la crise, pour même pas qu'on soit en fin, puisqu'on n'a pas fini la crise, loin de là, mais par rapport à maintenant, qui est le temps présent, bah voilà, forcément. Donc la pandémie qui est en cours, au moment où je raconte cette update, les révèle avec une force dramatique. Il y a des pénuries de tout, un surmenage massif, des politiques de contrôle hallucinant, confinement massif par exemple, à cause des politiques de sapage du secteur de soins qui ont eu cours depuis des décennies. Déjà en 2016, alors que nous récoltions des témoignages avec le collectif OVMQC, on vaut mieux que ça, si je dis pas de bêtises, des témoignages de soignants nous ont été renvoyés et révélé un surmenage dû à des conditions terribles, liées quasi systématiquement à un manque de personnel, ce qui a créé des situations dangereuses pour les patients et a plongé dans la dépression certains soignants, voire a entraîné des tentatives de suicide chez eux. Alors pour la blague, quand tu avais le collectif, justement, on vaut mieux que ça, j'étais en hôpital privé. Voilà. Je travaillais en hôpital privé. Je me souviens parce que je rentrais du taf et j'allumais tout ce qui était les lives et compagnie et qui justement reprenait tout ce qui est on vaut mieux que ça, tout ce qui était les nuits debout et ainsi de suite. C'est rigolo, hein. C'est rigolo quand même. Je l'ai publié en 2021, oui, quand je l'ai écrit c'était les années avant du coup. Ok. Oui, parce que ça n'a pas dû se faire en un an en vrai. Je sais pas combien de temps t'as passé dessus pour l'écrire. Mais en vrai, t'as dû mettre quand même un petit truc. Ouais, giga ambiance, hein. À l'époque, c'est vrai que c'était mon début de mon expérience en hôpital privé. Je venais de faire de l'hôpital public. Là, c'était 2016. J'étais en hôpital privé, c'était les tout débuts. Et vraiment, j'étais là en mode ah tiens, ça fait des échos à ce que me disent un certain nombre de personnes dans la boîte. C'était comique. Bref, donc des témoignages de soignants nous ont été envoyés et révélé un surmenage de des conditions terribles liées à quasi systématiquement un manque de personnel, ce qui a créé des situations dangereuses pour les patients, a plongé dans la dépression certains soignants, voire a entraîné des tentatives de suicide chez eux. Vous pouvez les consulter ici. Je suis incapable de dire si elle va s'en sortir. En 2016, à 25 ans, me voilà avec mes premiers anxiolytiques. Les conditions de travail sont dangereuses pour les patients. 6 mois de harcèlement et d'humiliation. Je dois m'occuper de 2 services. Tout ce qui n'est pas vital est reporté et oublié. Je suis externe en 5e année de médecine. Elle m'en fait vivre ce qu'elle vivait chaque jour. Donc à chaque fois, ce sont les témoignages qui ont été recueillis par le collectif, tout simplement. Je vais pas forcément vous dire à chaque fois qu'est-ce que c'est, parce que je pense que le titre suffit en lui-même. C'est une période hardcore pour moi. Enfin, globalement, les périodes de militance intense, c'est toujours hardcore. Le bouquin, j'ai dû mettre entre 4 et 5 ans pour les recherches et l'écrire. Beau travail. Déjà auparavant, en 2013, une étude sur 1473 étudiants révélait que les conditions d'exercice violentes sur le mode SDO et RWA, qui, rappelez-vous, forment un mariage malsain avec l'extra-sec. Casse-toi la bestiole. Pas sur l'écran. 50% avaient entendu des propos sexistes, 40% rapportaient des pressions psychologiques, 25% des propos racistes, 9% des violences physiques à leur encontre. En 2015, une étude portant sur 3486 étudiants en soins infirmiers rapportait que 85,4% d'entre eux estimaient leur formation comme violente de la part des encadrants. 12% témoignaient de suicide de la part des collègues, pairs. En 2017, après une enquête de plusieurs années, suite à ces chiffres très inquiétants, le livre Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances face aux étudiants en santé de Valérie Oslander, rassemble les témoignages d'étudiants, futurs aides-soignants, infirmiers, médecins, qui rapportent tous des problèmes très graves, ici résumés.
attention, il s'agit de situations vraiment cauchemardesques. Nous n'allons pas lire cette, cette liste. Voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mets l'écran comme ça, donc vous pouvez mettre en pause et lire si vraiment ça vous intéresse. Je pense que la liste des différentes choses, abus, etc. n'est pas nécessaire à le dire. Je pense que vous avez compris l'idée. Si vous avez absolument l'envie, on va dire, de le lire, ok, faites-le. Mais moi, voilà, je passe dessus assez rapidement. Je pense pas que ça soit nécessaire, encore une fois. Je peux comprendre l'envie de le lire, mais ouais, moi je vais passer ensemble de listes de trucs qui posent problème, envers et contre tout, à tous les niveaux. Ça, voilà, on connaît, malheureusement, on connaît que trop. Moi, je vous ai déjà raconté un petit peu tout ce que j'avais vu. Typiquement, quand j'étais en études, on m'a fait du validisme. On m'a fait justement beaucoup de remarques. J'ai eu une prof qui était particulièrement violente avec moi. Alors moi, j'ai étudié évidemment la psychologie sociale, donc j'étais pas du tout dans un milieu médical, mais encore une fois, c'est le genre de pratique que malheureusement on voit à beaucoup d'endroits. Au-delà de ce que moi j'ai subi directement, donc en l'occurrence du validisme et beaucoup de trucs qui étaient vraiment pas ouf là-dessus, j'ai vu d'autres étudiantes, dans notamment une autre promotion, qui ont subi malheureusement des problèmes de sexisme très récurrents, et plus particulièrement dans une promotion en particulier, il y a eu des problèmes de violences sexuelles et sexistes, parce que en fait il se trouve que le directeur de master, qui d'ailleurs est toujours le directeur de master, alors non, aujourd'hui il n'est plus directeur de master, parce que les affaires se sont sues, donc aujourd'hui il est seulement un des profs référents du master, mais il n'est plus le directeur de master alors qu'il l'a été pendant 10 ans. Bref, ce directeur de master ne faisait passer en master que les élèves féminines qui acceptaient des échanges en nature. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'était un secret de polichinelle qui était absolument connu par la moitié de la faculté. C'est des problèmes qui ont été relevés et remontés plusieurs fois, et la direction a notamment fait à l'époque une publication officielle disant qu'il ne prêtait pas foi à tout ce qui était les racontars et compagnie, et que tant qu'il n'y aurait pas de décision de justice, il n'interviendrait pas. Voilà, vraiment on est sur de la qualité, bien sûr. Donc ça, c'est parmi 2-3 autres problèmes que j'ai vus, mais il y en a plein d'autres qui ont eu lieu. Il y en a eu plein d'autres. Je sais que c'est aussi là où j'ai fait mes études, donc une faculté, la faculté d'Aix-en-Provence en l'occurrence. Il y a eu d'autres problèmes. On sait qu'il y a des profs qui ont fait preuve de racisme. Moi-même, j'ai vu une prof en particulier faire preuve de racisme, une prof d'anglais qui a fait plusieurs fois vraiment des propos qui étaient intolérables, qui attaquaient gratuitement des personnes juste sur le principe que c'était des meufs avec un voile. Voilà. Et qui vraiment leur disait vous êtes des étrangères, vous n'avez rien à faire ici. Alors que c'est pas des étrangères. En fait, à un moment donné, il faut arrêter. Et quand bien même ce seraient des étrangères, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est un lieu d'enseignement, on est là pour apprendre des choses. Et le seul critère, c'est, mon Dieu, elles ont des voiles. Voilà, c'est 3 meufs qui avaient des voiles, donc mon Dieu, c'était la fin de l'université, c'était l'invasion des étrangers étrangères, ah là là, c'est pas bien, tout ça. Alors que ça n'a aucun sens. C'est 3 meufs qui étaient très sympathiques, qui étaient en train de faire leurs études et qui n'avaient jamais rien demandé. Je crois que l'université c'est des walk. Écoute, en tout cas celle-là c'était pas une walk, clairement. Alors elle méritait de prendre des coups de walk, ça oui, y a pas de problème, mais c'était clairement pas une walk. C'était juste une connasse. Elle, vraiment, c'est une prof que j'ai détestée. Et d'ailleurs, je lui ai fait comprendre que je la détestais, puisque c'est elle justement avec qui j'étais venu en cosplay de Joker pour la faire chier, parce qu'elle était psychophobe aussi au passage. Enfin bref, c'était une prof qui était vraiment très discutable. Donc des violences en institution, ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours malheureusement, parce que tant qu'on changera pas nos cadres de société, qu'on continuera à avoir tout un tas de fonctionnements extrêmement délétères comme on les a, et que les institutions continueront du coup à les protéger, ça bougera pas quoi. Malheureusement ça bougera pas. On voit toutes les résistances qu'on a aujourd'hui quand on essaie de faire bouger les choses, on voit à quel point c'est compliqué. Surtout qu'on a des défenses qui sont d'une qualité discutable. Quand vous voyez par exemple un Darmalsain qui vous fait comme défense « je ne l'ai pas violé, c'était un échange auquel était d'accord », point. Alors que littéralement, cette espèce de sale raclure de merde a forcé une meuf à avoir des rapports sexuels avec lui, contre un avantage. Normalement ça s'arrête là, normalement tu te dis non c'est fini, stop, tu vas te faire foutre, tu te casses, tu disparais, tu te fais tout petit. Lui il est en mode non c'est normal, c'est bon, c'est ok, c'était un échange. Voilà, sa défense pour dire que c'était pas un viol, c'est un échange. J'ai abusé de ma position, certes, mais ça va, c'est pas un viol. Bon, disons que ça va pas beaucoup bouger avec ce genre d'individu en haut des institutions quoi, clairement pas. N'oubliez pas, bien sûr, ne jamais dire que Darmalsain est un sale violeur. Il paraît que c'est pas bien. Ce serait quand même dommage que les gens apprennent
quand même que Darmalsain est un sale violeur. Enfin, vraiment, ça serait honteux. Mais heureusement, personne ne dit que Darmalsain est un sale violeur. Bien sûr. On pourrait recouper ces témoignages avec ceux des patients également violentés, qui suivent souvent une même dynamique autoritaire, avec ses humiliations, son harcèlement, sa maltraitance, des gestes non informés et non consentis, parfois qualifiables d'agression, y compris sexuelle. En conséquence, ces étudiants regrettent leur parcours et pour certains ne le referaient pas si c'était à refaire, abandonnent le secteur. Certains deviennent comme phobiques des hôpitaux, d'autres tombent en dépression à seulement 19 ans, d'autres se suicident. Certains en gagnent des traces irrémédiables, suivi psychiatrique, vessies définitivement abîmées à 26 ans seulement, à force d'être forcés de se retenir pendant 12 heures d'affilée dans la journée, et cela sur des années d'études. A noter que dans ces témoignages de situations cauchemardesques, certains rapportent aussi une solidarité des patients qui les soutiennent lors de harcèlements qui peuvent se produire devant eux. Il peut y avoir aussi un soutien entre pairs, une transmission d'informations. Par exemple, les étudiants s'informent mutuellement du sexisme, du risque d'agression sexuelle dans certains services. Parfois, l'école aide également à résoudre l'affaire. Ça, je l'ai pas beaucoup vu, moi. Malheureusement, moi, je l'ai pas beaucoup vu, le coup de l'école qui t'aide. Par contre, ça, c'est très vrai. Les étudiants qui s'informent, qui se filent des coups de main pour se protéger des abus des profs, pour se protéger des abus des structures, ça, oh là là, qu'est-ce que je l'ai vu souvent. Et encore eux d'ailleurs, ça rassure quand même aussi un petit peu, c'est de voir que même dans des structures qui sont aussi violentes, aussi inhumanisantes, qui sont aussi destructrices, justement, bah on est dans le même bateau et les gens s'entraident. Les gens s'entraident. J'ai déjà vu des profs venir aider, j'ai déjà vu des étudiants venir aider, j'ai plus rarement vu l'institution venir aider. Enfin même, pour être tout à fait précis, j'ai jamais vu spécialement l'institution venir en aide. Mais bon, bref. On voit aussi que fort heureusement ces élèves désobéissent régulièrement à des ordres destructeurs. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais il me semble que les expériences de Milgram sont enseignées lors des études en soins infirmiers, depuis la terrible expérience en milieu réel où il y avait un taux d'obéissance à un ordre mortel de plus de 90%. Peut-être que tout simplement ils ont de fortes motivations intégrées au CARE qui leur permettent de désobéir. Certains qui ont aussi réussi à surmonter ces épreuves traumatiques, généralement grâce à un soutien d'un autre environnement social, ont pu ensuite apprendre et œuvrer dans des services réellement soignants. Certains se sont promis de ne jamais se comporter ainsi, ont pris en contre-modèle ces comportements. Pourquoi tant de sadisme ? Face à un cumul de témoignages de maltraitance, de violences d'apparence sadique, on peut avoir tendance à s'effondrer, d'autant plus que nous sommes censés être là dans un environnement qui a pour but de soigner et non de détruire, ce qui renforce le choc. Dans les EHPAD, le lien entre les maltraitances des personnes, que ce soit les patients, leurs proches, par rebond, le personnel soignant, les aspirations extrinsèques à un niveau distal étaient très claires. On voyait comment ces groupes cotés en bourse se satisfaisaient des économies qu'engendrait la maltraitance. Ouvertement, ils se satisfaisaient du profit, tout en évitant soigneusement de regarder ce qui se passait au quotidien. Mais l'hôpital, dont sont extraits les témoignages précédents, sont des services publics. Il n'y avait en principe pas de recherche de profit. Tout comme ce qu'on a vu avec la police d'ailleurs, le but des services publics étant normalement autre que d'être capitaliste. Mais ce n'est plus le cas. Et c'est bien ça, je pense, le truc à retenir, c'est ce n'est plus le cas. C'était le cas à leur fonction, on va dire, primaire, basique. Aujourd'hui, vous voyez que la logique du chiffre, la logique capitaliste est à tous les niveaux. Parce que, notamment, quand vous regardez au niveau des décisionnaires, vous tombez sur des gens qui n'ont pas du tout ces profils-là de care, de vouloir aider, etc. On est sur des profils qui sont très largement des profils de personnes très avantagées par le système, qui du coup vont forcément souvent de très haut score RWA et de très haut score SDO, quand ils n'ont pas le très haut score double. Et on vous rappelle, avoir un double haut score, c'est l'enfer. Vous êtes la pire personne sur Terre quand vous avez ça. N'ayez pas un double haut score, pitié. Vraiment. Et du coup, forcément, quand vous avez des personnes qui sont décisionnaires, des personnes qui sont responsables, qui ont ce genre de profil, et donc ce genre de comportement qui va avec, vous pouvez avoir toutes les envies et motivations du monde à faire des trucs bien dans l'institution, elle sera forcément dévoyée, puisque au niveau, justement, on va dire, supérieur de prise de décision, tout ça sera cassé. Les décideurs! Pardon, ça m'a fait penser à l'extrait de Jean-Marie Bigard qui hurle ça. Certes. Comme quoi on peut être complot-plot et une fois de temps en temps taper sur de bonnes choses. Bon, le problème c'est qu'il est quand même très complot-plot et très réactionnaire, etc. Mais bon. Dans le cas où notamment il faut focus sur le fait que notre société et nos institutions posent problème parce qu'elles ont des fonctionnements délétères, il faut bien se rendre compte que ces fonctionnements délétères, ce sont des fonctionnements délétères qui ont été mis en place, qui ont été décidés, qui ont été pensés. Peut-être et sûrement pas pour des raisons qui sont, on va dire, de contrôle absolu de la population, etc. Mais parce que ça vient de tout un bassin idéologique, ça vient de toute une tas de personnes qui sont en position de décision, qui se trouvent à avoir ces visions-là du monde, qui du coup les transmettent par les institutions qu'ils contrôlent. Et c'est ça, toute la violence du truc, quoi. C'est terrible, hein, j'ai beaucoup trop d'écologie ultra chip spot. Non, mais moi j'aime bien, moi ça me va, c'est valide, c'est valide.
Depuis les années 80, s'est progressivement installé le New Public Management, le NPM, suite à diverses crises économiques, désendettement et déficit public. Les objectifs étaient divers selon les pays. Au Japon, la volonté était de rendre le service public plus efficace. Pour d'autres, il s'agissait de s'inscrire dans une politique davantage néolibérale, comme les Royaumes-Unis, la Nouvelle-Zélande, ou encore de surmonter des crises comme le Canada ou l'Italie. Cela ne concerne donc pas que la France, mais tous les pays de l'OCDE. Ce NPM est tout simplement un mode de management qui est calqué sur ce qui se fait dans le privé, donc extra-sec. Il s'agit de rationaliser, c'est-à-dire réduire les coûts, de contrôler, de gouverner l'activité comme dans le privé en se basant sur les coûts et les bénéfices, le coût et l'efficacité. Cette optique considère que le secteur public habituel comme inefficace, trop bureaucratique, rigide, coûteux, avec une hiérarchie trop centralisée. Dans le NPM, les citoyens sont considérés comme un client, les administrateurs comme des managers. Le budget n'est plus axé sur les moyens mais sur les objectifs. Le contrôle se fait sur la base d'indicateurs de performance. La promotion n'est plus basée sur l'ancienneté mais le mérite, entre guillemets. La performance, le recrutement passe du concours au contrat. Il est censé y avoir dans ce modèle une organisation décentralisée, plus déléguée, visant l'atteinte de résultats à la satisfaction du client. Au fond, ce qu'on a vu avec la police et l'hôpital, deux institutions soumises à ce modèle NPM, c'est qu'il est à la fois néolibéral, politique du chiffre, de la performance chiffrée, méritocratique, etc., et autoritaire bureaucratique. La pyramide est toujours là via la pseudo-mérite, qui consiste à obéir en chiffres, qu'importe s'ils sont incohérents. La bureaucratie est au contraire amplifiée dans le cadre de l'hôpital, puisque les gestionnaires s'insèrent pour tout contrôler, tout calculer, et que les agents sont soumis à cette demande de rapport de chiffres. Par exemple, Stéphane Velu, dans L'Hôpital, une nouvelle industrie, rapporte comment il a vu progressivement le monde néolibéral parasiter l'hôpital, créant multitude de postes administratifs type bullshit job, il cite Graeber, et de tâches inutiles. Il rapporte par exemple des hôpitaux, notamment l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Personnellement, j'ai travaillé dans l'APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille. Ah là là, que de choses à vous en dire. Qui ont investi plus d'1 million en 2016 en consulting, donc l'équivalent du salaire annuel pour 30 infirmiers. Notamment des services de management absolument pas connaisseurs du secteur médical et du soin. Ces consultants règnent sur les réunions et un jour l'un d'eux lui dit, tout en restant dans une démarche d'excellence, il faut désormais transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux. Cette novlangue pseudo-libre signifie qu'il s'agit d'accélérer la séquence, souffrir, soigner, circuler, diminuer le nombre de lits, d'excellencer, comme on l'a vu dans l'exemple d'HP, de rapporter le maximum d'argent en obéissant dans une soumission librement consentie qui est nommée cyniquement la responsabilité. Les médecins n'ont quasiment plus de pouvoir de gestion. Les gestionnaires et directeurs n'ont strictement aucune formation liée au médical. Le territoire est possédé par un secteur tertiaire qui n'y connaît rien, et pourtant réagit avec ce langage vide, abstrait, ne s'appuyant pas sur la réalité singulière d'une activité. Et là-dessus, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai à dire? Qu'est-ce que j'en ai à dire de mon expérience personnelle? Là-dessus, quand j'ai travaillé à la PHM, j'ai vu tellement de trucs qui étaient mais pas possible. Mais vraiment pas possible. C'est les hôpitaux publics, et vraiment, tu as des prises de décision où tu te dis, mais pourquoi? Et moi, à l'époque où j'y étais, c'était au moment où il y avait la fin du mandat Hollande, juste avant l'élection de notre camarade connard, Macronard, même pour être précis. Il se trouve que du coup, on a vu des prises de décision assez, comiques. Je vais dire ça comme ça. On était à quelques mois des élections, donc Hollande avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. Voilà, il avait dit je ne reviendrai pas. C'est fini, je me casse. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous ses copains et copines au sein du gouvernement, qui savaient que là c'était fini, que leur gouvernement allait s'arrêter, puisque il n'allait pas se reproposer, donc ça allait être un autre candidat dans tous les cas, ont commencé à se dire bon il faut qu'on place des copains pour qu'ils puissent nous placer derrière. Et on a vu du coup des nouveaux directeurs d'hôpitaux arriver, parisiens, qui en fait sont des bureaucrates, directeurs d'hôpital qui n'ont jamais fait de soins, ni de près ni de loin. Certains, je pense à une personne en particulier qui avait été mise en poste, qui ne connaissait rien au médical parce que ses précédentes fonctions n'étaient même pas dans du médical. Non seulement elle n'a jamais fait de médical elle-même directement, mais elle n'avait jamais travaillé dans le médical, elle était mise à un poste de direction au sein des hôpitaux, du coup. Et tu vois vraiment ça où tu te dis, mais littéralement vous parachutez des gens, c'est le terme qui est adapté, là, littéralement vous parachutez des gens à des postes où ils n'ont strictement aucune compétence, aucune vision de ce que c'est, qui ne savent pas concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur,
et qui ne seront pas, parce que ce sont des gens qu'on n'a jamais vus dans les hôpitaux. Ils sont dans de très très jolis bureaux, ils ne sont jamais dans l'hôpital, dans le système de soins, ils ne voient jamais les patients. Ils ne voient que les managers et compagnie, les chefs de secteur de santé, etc. Ils ne voyaient jamais du soignant basique, ils ne voyaient jamais les patients, jamais. Ils gèrent la santé comme si ça devait, elle qui devait être rentable, alors que la santé c'est pas rentable et ça ne le sera jamais, sinon ça s'appellerait de l'eugénisme. Et même là, ça serait pas forcément rentable. Déjà, ça serait une merde immonde. Voilà, l'eugénisme c'est nul, hein, voilà, on vous le rappelle, hein, quand même, tout de même. Mais clairement, même avec de l'eugénisme, ça sera pas rentable. Ça ne peut pas être rentable. Parce que tu perdrais notamment, ne serait-ce qu'un truc très con, tu perdrais de la variété génétique. Donc en fait, tu serais pas rentable parce que à force du coup de faire de l'eugénisme, tu te retrouverais avec un petit problème qui est que ton espèce aurait donc très peu de bagages génétiques variés et donc très fortement sensible aux mêmes maladies. Et donc s'il y a une maladie qui tombe et qui touche ton matériel génétique, il touchera tout le monde de la même manière, violemment. Donc ça serait même pas rentable. Ça ne serait même pas rentable. C'est ça le pire. Non seulement c'est une merde immonde, l'eugénisme par principe, c'est de la merde, voilà, mais c'est même pas rentable. Même dans une logique capitaliste, ça ne marche pas. Standardiser les choses ne marche pas, que ce soit des plantes, que ce soit des objets, que ce soit des humains. C'est de la merde. Dans tous les cas, c'est de la merde. Ne faites pas ça. Arrêtez. Pitié, arrêtez. Vraiment. Je continue. Le NPM est intrinsèque. Oh. Le NPM est extrinséquisant. Je vais y arriver. De nature, puisqu'il repose sur l'idée qu'on motive les agents via l'argent. Les primes, la compétition mérite. Elle vise une croissance, une productivité chiffrée, ne questionne pas le moins du monde le sens de l'activité, sa nature particulière, seulement ses indicateurs financiers. Ou d'autres indicateurs. Parce que là je repense notamment, typiquement, à l'époque où j'étais du coup dans les hôpitaux publics, on avait une réunion avec l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, où à ce moment-là, en fait, on avait discuté justement avec la nouvelle directrice de qu'est-ce qu'il fallait faire comme plan sur 10 ans de soins. Et à ce moment-là, tu te trouves vraiment dans des situations où tu te dis mais c'est surréaliste. Et c'est là où tu vois à quel point ce sont des gens qui ne comprennent pas le soin, qui ne comprennent pas le domaine dans lequel ils sont. C'est une réunion en fait où concrètement les médecins, les soignants disaient il faut qu'on arrête de mettre de l'argent dans le soin. Il faut qu'on mette de l'argent dans la prévention. Parce que si tu préviens la maladie, autrement dit si tu l'empêches, c'est vachement plus rentable. Un putain d'euros investi dans la prévention, c'est équivalent en termes d'impact de santé sur notre société à peut-être 100 euros investis dans le soin. Donc c'est éminemment plus intéressant d'empêcher la maladie, de la prévenir, que de la soigner quand elle est là. Sauf que la direction est restée sur l'optique de oui mais comment est-ce qu'on quantifie ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des chiffres des gens qui ne sont pas tombés malades puisque ils ne sont pas tombés malades? Et les médecins ont dit on peut pas, c'est une politique qualitative en fait. Là on est dans une politique quantitative jusqu'à présent depuis des années. Là pour les 10 prochaines années justement nous on essaie de vous dire en tant que soignant qu'il faudrait aller vers une politique qui est qualitative. Les chiffres ne vont pas être pertinents puisque de toute manière le but du jeu c'est qu'on n'ait pas de chiffres. Le but du jeu c'est qu'on n'ait pas de gens malades. Et la direction est restée et c'est ce qui s'est passé à la fin et c'est ce qui a établi donc le plan de soins sur 10 ans. Donc ça c'était il y a quoi? Bon, on est en 2023, donc il y a quelque chose comme 7-8 ans à peu près. Ça c'était il y a 7-8 ans cette réunion-là. Et donc la directrice est restée à la fin de la réunion, sur une journée de réunion, elle est restée sur l'idée qu'il fallait rester dans le quantitatif, parce que dans le quantitatif on a des tableaux de données, on a des tableaux de chiffres qui nous montrent on a investi tant, et du coup on a soigné tant de gens, et donc c'est bien. Alors que les soignants lui disaient littéralement l'inverse. Et c'est là où vous voyez vraiment qu'on est sur des benchmarks qui n'ont aucun sens, sur des indicateurs qui n'ont aucun sens. Les gens qui sont mis à ces postes de direction, les gens qui prennent les décisions au niveau du système de soins, et notamment là, du système de soins public en l'occurrence, en tout cas en France, et en tout cas précisément au niveau de Marseille, sont vraiment dans des indicateurs qui sont pétés parce qu'ils ne viennent pas de ces milieux-là, ils ne comprennent pas ce que c'est que le système de soins, ils ne sont pas compétents là-dedans, et que la seule chose que, bordel de merde, ils voient, c'est des tableaux. C'est la seule chose qu'ils comprennent, c'est le seul élément qui, oui, leur parle. Alors même que tu as 20 personnes issues du soin qui viennent de 15 hôpitaux différents de la région qui te disent ça ne sert à rien, c'est
C'est pas bon, vos chiffres ne servent à rien, ils mesurent pas les bonnes choses, et ce serait bien plus efficace, et ce serait bien plus intéressant, et chaque dollar investi, enfin chaque euro investi serait bien plus rentable si on l'investissait comme ça, etc. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que, oui mais ça fait pas de tableau. Ça permet pas de remplir des tableaux. On ne peut pas faire un tableau où on dit que chaque euro investi a empêché tant de personnes de tomber malades. Donc bah ça fait pas de chiffre, donc c'est pas bon. On peut pas faire ça. Donc il nous faut pouvoir mesurer l'impact de nos dépenses, donc il nous faut faire une politique par rapport à ce qui va nous permettre de le faire. Et donc tu pars sur des décisions débiles. Et tu fais un plan de soins sur 10 ans dans la région qui consiste à continuer à faire exactement la même chose, à s'occuper des gens qui sont malades. Ok, très bien, en soi c'est bien de s'occuper des gens malades, mais avec plein de décisions qui sont débiles à côté, parce que ce qu'il faut c'est marquer le chiffre. Et du coup tu te trouves avec la logique aussi qui est, bah, on va fermer tel ou tel service, parce qu'en termes de chiffres on voit qu'on investit tant d'euros là-dedans, sauf qu'en fait on soigne très peu de gens, parce qu'il y a très peu de gens qui ont cette pathologie là. Donc en fait on s'en fout, on peut le fermer. On n'en a pas besoin. Par contre on voit que cette pathologie là, tout le monde l'a. Et plutôt que d'agir sur le fait d'empêcher les gens d'avoir cette pathologie là, ce qui serait intelligent et logique, c'est ce que disent les soignants, on va investir dans le fait d'ouvrir un service de plus pour s'occuper d'encore plus de gens qui ont cette pathologie là. Une fois qu'ils l'ont. Alors qu'on peut tout à fait intervenir avant, pour empêcher que les gens... Mais ça permettrait pas de chiffre. Enfin bref, vous voyez l'idée quoi. C'est dans la nature humaine d'accaparer tous les biens. Ta gueule. Je suis désolé, hein, c'est rond, je sais que c'est du troll, hein, mais... Ah! Bref. Ceux qui réfléchissent à court terme peuvent trouver l'eugénisme rentable. Ouais, bah comme le capitalisme en général, quoi. Hein, réfléchir à court terme, ouais, mais ça marche toujours pas à moyen et long terme, malheureusement. Tu peux extra chiante, ça peut être un élogisme acceptable. Train sec, hein. Non, c'est pas ça toujours, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Toute cette discussion me fait penser à la série médicale New Amsterdam. Je vous la conseille grave, elle parle de tout ça et critique de ouf le système médical. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Moi je vous avoue que j'ai pas de télé. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas de télé. Donc beaucoup de choses me passent complètement sous le pif au niveau séries, films, etc. Surtout que je suis pas particulièrement transcendé par ce genre de contenu en général. Ça m'arrive de regarder des séries et des films, hein, et j'y prends un plaisir de temps en temps, mais c'est pas une activité que je fais beaucoup. Donc je t'avoue que je connais pas du tout New Amsterdam, mais peut-être à l'occasion j'essaierai de tomber dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je reprends la lecture. Donc elle met en place un benchmark à tous les niveaux, entre personnes, entre services, entre secteurs, etc. Donc tous sont en compétition pour tout, en permanence. Avec l'idée encore une fois que la compétition motive leurs acteurs proximaux et distaux, ce qui est fondamentalement faux si on se réfère au résultat de la SDT. Oui, toujours le même présupposé, si tu es mis en compétition, bien sûr tu es motivé à la compétition et tous, on va essayer de donner le maximum de nous. Bien sûr. Bien sûr. Nous sachions. Au contraire, ces modèles motivent à tricher, sapant la productivité, le bon travail engagé sur le long terme. Là, je vous réfère notamment à toutes les lectures que j'ai fait sur les planeurs. Donc, je vous rappelle, sur YouTube, vous avez toute la lecture qui a été faite sur le livre, je crois que c'est les planeurs le titre, j'ai un doute, où notamment on revient sur toutes les actions dites non citoyennes qui se mettent en place, en fait, dans les structures, parce que justement, vous avez du benchmark à tous les niveaux. Ce que vous constatez, c'est qu'il est éminemment plus rentable pour les personnes de faire quoi ? De s'aborder le voisin. C'est éminemment plus rapide et plus pratique. Et du coup, c'est ce qu'on constate, c'est que quand vous mettez les gens en production, on va dire compétitive, les gens vont se saborder les uns les autres, vont se démotiver, vont produire des trucs qui ne servent à rien mais qui font du chiffre. Typiquement des tableurs où ils vont mettre tout et n'importe quoi dedans, parce que c'est à ça que pousse le système. Et surtout, tout ça, ça pousse à tout sauf être pertinent par rapport au métier de base. On peut penser à tout ce qui était notamment dans le fameux livre, on avait le retour sur les métiers de conseiller en reprise d'emploi, les conseillers Pôle emploi, etc. Où justement il nous disait, avec le changement des années, on voit le fait d'être poussé à faire des tableurs et compagnie, il nous disait, aujourd'hui, il y a un tiers seulement de mon temps où je reçois des gens. Et en fait, le reste du temps, je passe mon temps à remplir des putains de tableurs à la con qui servent à code, et je ne suis pas efficace. Parce qu'en plus, le un seul tiers où je suis en train de vite fait m'occuper des gens, mais je ne peux pas être pertinent parce qu'il faut que je fasse toujours la même quantité de gens qu'avant, voire plus, mais en seulement un tiers de ce que je faisais avant comme temps pour eux. Et du coup, il faut en plus remplir le tableur en même temps. Bref, on voyait vraiment qu'ils étaient dans des fonctionnements où ça ne marchait pas. Cette mise en compétition ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, fondamentalement. C'est le fond de ma réaction quand on a discuté avec un marde l'autre jour en vocal, mais je vais pas citer la boîte.
J'y vais, bonne suite de live, c'était très cool de rager ensemble. Des bisous. Et des bisous à toi, Elistico. Merci d'avoir été là en tout cas, j'espère que tu as apprécié. Vu ce que tu dis, c'est a priori oui. Je te souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de te retrouver. Si jamais tu es intéressé par le reste de la lecture ou ce qu'il y avait avant, n'hésite pas à aller sur YouTube, tu auras tout qui sera présent dessus. Dans des. J'allais dire dans des let's play, mais c'est pas des let's play, dans des playlists, voilà. Dans des playlists qui ont été prévues à cet effet. Et puis passe une très très bonne journée en tout cas. Je continue. Hop. De façon plus politique, ce modèle incitant à la privatisation, à la réduction des effectifs, à la diminution des dettes, tout en visant à une croissance entendue uniquement d'un point de vue financier. L'intrinsèque, même dans l'objet simple descriptif de l'activité, est ignoré. Toutes les activités sont vues comme une entreprise capitaliste interchangeable dont on ne s'occupe que de la performance chiffrée. Tout repose sur les chiffres et les indicateurs, alors qu'un bon soin est difficilement quantifiable, voire même, on l'a vu, sera perçu comme un échec selon ce type de mesure. Ça va prendre du temps, des effectifs, des moyens, qui sera perçu comme négatif par ce modèle de management. Idem pour la police. La résolution d'un problème grave de violence demandera des moyens d'enquête, des effectifs de différents services, du temps, ce qui sera perçu comme un échec ou comme une moins bonne performance. Or, ce sont des réussites intrinsèques qui ont des effets à long terme. Le patient bien soigné sera plus durablement en bonne santé que s'il a été soigné avec de la maltraitance. Quand on est maltraité pour un soin, on peut troquer un mal-être physique avec un mal-être psychique à cause de la déshumanisation, la peur de la souffrance du traitement, l'angoisse du soin maltraitant, etc. L'environnement social se sent plus en sécurité quand il voit que la police aide à résoudre des situations véritablement dangereuses plutôt que quand elle s'attelle à des pseudo-problèmes qui font du chiffre. Autrement dit, le NPM, en ignorant ce que sont les métiers, les tâches même de ces métiers, leur raison d'être dans une société, est un modèle qui, même s'il prétend rationaliser, est profondément irrationnel et insensé, car il rejette l'intégralité des aspects intrinsèques d'une activité humaine. En conséquence, et au vu des études de la SDT, il est logique que s'en suivent alors, dans les services publics, des modes d'agir de plus en plus SPDO ou RWA, qui se manifestent par de la maltraitance, du harcèlement, de la violence, des discriminations. Être dans une optique SDO ou RWA est une bonne adaptation à ces systèmes et qui est adapté d'être compétitif, de chercher la domination, de supprimer la compassion, de supprimer l'empathie dans un système qui vise à l'extrinsèque. L'extrinsèque encourage ces modes et ces modes renforcent en retour l'extrinsèque. On le voit directement dans les pires hôpitaux. Être mauvais soignant, c'est-à-dire faire le traitement au plus vite et sans exprimer d'empathie, en supprimant toute sociabilité trop coûteuse en temps, ce sera perçu comme une bonne performance. Effectivement, il y a optimisation lorsque les patients endormis sont utilisés envers leur consentement pour servir d'entraînement à des gestes intrusifs des élèves. Il y a optimisation quand, plutôt que de passer du temps à emmener une personne âgée aux toilettes, on lui met une couche, car ça économise du temps et de l'argent d'emploi. Autrement dit, répondre aux demandes du grand NPM demande de supprimer toute l'empathie des individus, et s'ils le font, à force, ils glissent dans des formes de RWA et de SDO, ce qui leur permet d'être plus raccord à l'environnement social, plus adaptés, d'avoir plus de valeur. Cette définition de l'optimisation n'est censée que lorsque l'on travaille avec des objets, des machines, et encore, parfois, cela instrumentalise la vie au point de la vider de sens. Optimiser sa relation avec l'humain, ici entendu comme réduire les dépenses en temps, en énergie, en attention, etc., pour atteindre un but plus rapidement, ne mène qu'à le déshumaniser, vers une instrumentalisation mutuelle qui coupe toute possibilité de relations sociales enrichissantes. Ça me rappelle mon taf en hosto. On avait une chef hyper cool qui tankait les RH. Elle a fait un burn-out et une autre nana l'a succédé, mais c'était une connasse qui a créé des situations de compétition, délation, etc. C'est pas étonnant. C'est très triste que malheureusement ça soit arrivé, mais c'est absolument pas étonnant. Malheureusement, ce n'est pas étonnant. J'ai vu ce genre de choses aussi. Moi, typiquement, quand j'étais en hôpital privé, du coup c'était l'hôpital privé, il y a eu une grève qui s'est enclenchée. Et il se trouve qu'un service en particulier a eu quasi tous les soignants en grève. Et ils étaient protégés par la chef de service. Le truc, c'est que l'employeur a tout fait pour mettre de côté cette justement chef de service, lui faire ressentir le fait qu'elle n'était pas une chef de service comme les autres, la mettre en situation ostracisée en fait tout simplement, pour la pousser soit à partir, soit à rentrer dans le moule, et du coup notamment à dénoncer, etc. ce qui se passait au sein de son service. Pour essayer que derrière elle fasse pareil. Elle a eu plusieurs fois des demandes, et notamment devant moi, de la part de la RH, de justement donner des noms. Donner des noms de qui est syndiqué, qui fait ceci, fait cela, etc. Donner des noms de qui pose problème, qui essaie de recruter dans le syndicat. Enfin voilà, de vraiment faire de la délation pure et simple quoi. Et à chaque fois, la chef de service a dit non, non, non. Et moi, quand je suis parti, parce que je suis resté qu'à peu près 4 mois là-dedans, quand je suis parti, elle n'avait pas encore craqué, en l'occurrence, mais vous notez à ma manière de le dire, elle n'a pas encore craqué. Le truc, c'est qu'elle était totalement mise de côté tout le temps. Et en même temps, et c'est là aussi où c'est pernicieux, à la fois au sein des chefs de service et de la direction,
on lui faisait sentir qu'elle était à côté. Par exemple, ils faisaient un événement entre chefs de service, ils sont allés faire un événement en extérieur d'hôpital. Tout le monde était invité au niveau des chefs de service, elle aussi. Mais factuellement, dans la disposition, ils l'ont mis de côté. Ils ont fait plein de petits groupes et compagnie, et elle était mise de côté. Donc elle est vue comme clairement bannie, mise de côté des chefs de service. Mais, c'est là où c'est intéressant de la point de vue, on va dire, manipulation, la direction l'a invitée. Ce qui fait que son service à elle, et les autres personnels des différents services, la voyaient comme une chef de service, parmi d'autres. Ce qui fait que vraiment ils ont réussi à créer un cadre dans lequel elle était totalement isolée. Sa propre équipe n'avait plus trop confiance en elle, parce qu'il y a tout un tas de gestes et de politiques qui étaient mis en place par la direction pour bien faire comprendre à tout le monde que, regardez, c'est une chef de service, tout en réussissant également, de l'autre côté, au niveau des chefs de service, à la mettre de côté pour lui bien faire comprendre que t'es pas dans le moule. C'est pas bien. T'es pas dans le moule, là. T'es pas en train d'être à notre service, là, en fait. C'est pas bien. T'essayes d'être copain-copain avec tes membres de service, t'essayes de les respecter, c'est pas comme ça. Et vraiment, tu sentais ça, et vraiment, elle était très 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 isolée. Et j'ai peur que, bon là maintenant c'est des années plus tard, j'ai peur que soit elle ait craqué, qu'elle se soit barrée, ce qui n'aurait pas été particulièrement étonnant, soit qu'elle ait craqué et qu'elle soit rentrée dans le moule, parce que vraiment, tu vois que tout est fait pour, et que derrière les comportements soient inadaptés, comme on l'a déjà vu au niveau notamment du soin, etc. Hein, avec une politique qui est très 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 inhumaine, vraiment. Je continue. À cause de la politique de formation. J'ai lu juste avant. Oui. À cause de la politique de la formation, de façon moins distale, on trouve aussi d'autres causes à ces comportements d'apparence sadique. Par exemple, au sujet du rejet systématique de l'élève et du refus de le former, ainsi que de le discriminer comme un inférieur. Tous les témoignages, ou presque, rapportent le fait qu'ils n'ont pas le droit de pause dans leur journée de travail, ou lorsqu'ils en ont, il leur est interdit de manger avec l'équipe. C'est vrai que ça aussi je l'ai vu. Il y a une espèce de ségrégation, le mot n'est pas exagéré, puisque l'étudiant doit alors manger dehors ou dans sa voiture. Il n'a même pas un endroit où il a le droit de se poser. Moi, justement, j'avais vu ça parce qu'il y avait une table pour les étudiants dans l'hôpital privé et dans l'hôpital public. J'ai jamais mangé à la cantine, donc je ne sais pas. Mais dans l'hôpital privé, il y avait une table spéciale qui était pour justement les étudiants. Et d'ailleurs, à la base, moi, j'étais allé m'asseoir sur cette table-là. Parce que clairement, tu voyais que toutes les autres tables étaient des tables avec des gens qui se connaissaient entre eux, etc., de différents services qui mangeaient entre eux, etc. Et du coup, moi je suis allé un peu sur une table un peu au pif, je me suis mis là-dessus et on m'a dit non, c'est pas une table pour nous ça. Moi je suis en mode, quoi? Non, ça c'est la table pour les étudiants. Ah ouais, les étudiants en stage et tout, donc toi il faut que tu manges sur une autre table, et il y avait notamment la table des RH, où du coup je suis allé, parce que moi j'étais plutôt attaché au RH, donc ouais non c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein de petits trucs comme ça. Je reprends. Celle-ci a très clairement des racines organisationnelles. Les infirmiers sont forcés de former les stagiaires, tout en continuant d'assurer la même charge de travail, sans rémunération supplémentaire ni temps dédié, sans avoir appris à former. C'est donc une tâche quasi impossible, mais faute de pouvoir faire quelque chose pour changer ce système, tout le blâme de cette situation est mis sur l'étudiant. Les infirmiers oppresseurs, discriminateurs qui opèrent cette ségrégation n'arrivent pas à voir les déterminations environnementales, et sans doute que le surmenage y est pour quelque chose. Et en conséquence, font comme si tout cela était de la faute du stagiaire. Ce qu'on pourrait appeler une oppression internalisée qui oppresse à son tour, le système est introjecté à identification compartimentée. Il suffirait pour cela d'avoir tout simplement des postes de formateurs avec du temps dédié à la formation, une rémunération supplémentaire liée au fait de former, que ce ne soit pas imposé mais venant d'une demande de l'infirmier et lié à ses aspirations. La formation est un métier à part entière qui demande du temps, de l'expérience, une volonté particulière, un état d'esprit, un comportement particulier. Pourquoi l'imposer et faire comme si ce n'était pas une charge supplémentaire ? À cause d'une adhésion et d'une reproduction culturelle du cycle des violences. Il y a aussi des effets culturels, mais tout aussi il y a introjection et identification compartimentée qui reviennent systématiquement. Les soignants qui ont été maltraités se vengent à leur tour et expriment une étrange satisfaction à cette justice. Certains se vantent d'aller casser des étudiants, et qui plus est, systématiquement minimisé en « c'était pire avant ». On raconte l'étudiant maltraité en disant qu'il pourra maltraiter à son tour, comme si c'était un avantage du poste. Le cycle de la violence est non seulement perpétué à travers les générations, mais aussi encouragé et valorisé, comme un bon cycle qui rapporte une satisfaction quand enfin on atteint le poste à domination. Heureusement, on voit que certains étudiants sont hautement autodéterminés à ne jamais reproduire ces attitudes, mais il y a par ailleurs une acceptation massive.
Ce n'est pas sans rapport avec une culture SDO ou à la domination. L'expression de force d'écrasement d'autrui est perçue comme une satisfaction. Au-delà sans doute de l'esprit SDO infusé par le modèle NPM, on pourrait y voir aussi une forme de sociabilisation à la dure, viriliste, qui se construit dès le moment de compétitivité et de bizutage des écoles et qui est continuellement valorisée. Les étudiants nous ont montré la voie de la sortie. Voir cela en contre-modèle, désobéir, montrer le contre-exemple de cela, mettre l'éthique du soin au-dessus de tout, y compris dans les relations hiérarchiques et entre pairs. Elle a changé d'hosto, mais c'était vraiment les moods des super hostos et la compétition au sein de l'équipe, car c'était la réunion des différentes hostos dont les services, donc le service de base n'était pas uni. C'est d'ailleurs sur ça qu'a joué le remplacement de ma chef, remplaçante qui s'était déjà fait virer d'un service et qui se colle une sale réputation, au point que son nom suffisait à dissuader des infirmières, je présume, à rejoindre le service. Ça m'a profondément dégoûté des hostos. Ouais, mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. J'avais la même chose dans l'hôpital privé où j'étais, les services étaient très en opposition les uns avec les autres, constamment. Après, il y avait des petits cas particuliers. Il y avait une chef de service qui était connue et vue comme étant juste une horreur pour tout le monde. Tout le monde était d'accord pour dire cette personne-là, elle est immonde. Point. Personne ne la voulait. C'était une meuf de quoi, 30 ans, un truc comme ça, et qui était vraiment horrible, violente. Je l'ai eu en entretien parce que du coup, forcément, je faisais des entretiens avec beaucoup de personnel. Et c'est vrai que c'était une personne d'une qualité discutable. C'est vrai, elle était vraiment très déshumanisée et je pense que c'est pas en tant que personne qui est individuellement horrible de base, hein. Encore une fois je pense que ça vient du système dans lequel elle est, dans le système de soins dans lequel elle est et qui pousse à ça, mais c'est vrai que c'est chaud en fait de voir à quel point on peut traiter de manière inhumaine à la fois les patients et à la fois les gens qui sont en face de toi et on n'a rien à foutre et estimer que tu sais mieux que tu dois faire parce que de toute façon t'as pas beaucoup de moyens et tu réussis quand même, donc ça montre bien que tu réussis. Donc tu as le droit. Il y a plein de trucs comme ça qui se mettent en place et encore une fois ce sont des mécanismes de défense qui se mettent en place. C'est une bonne adaptation à ce système-là. Ce système-là est un système horrible qui pousse à avoir des comportements horribles, mais ces systèmes horribles, les comportements qu'ils attendent étant adaptés, c'est normal en fait que les gens les adaptent. Les adoptent plutôt. C'est le comportement qui est adapté. Dans ces contextes-là, c'est ce qui est valorisé, c'est ce qui est valorisable. Il faut avoir ces comportements-là, donc tu les adoptes, ou alors tu te casses et tu te fais détruire. C'est les deux possibilités, malheureusement, tu peux difficilement avoir autre chose, malheureusement. À cause d'une interprétation SDO de la confraternité. Le tout se fait dans un esprit assez contradictoire de confraternité, où jamais il n'est rien reproché aux collègues, où l'on tait ses actes dérangeants, où l'on ne dénonce pas sa violence, quand bien même elle s'oppose au cœur de métier qu'est le soin. Ce sera de la faute de l'étudiant, voire du patient, s'il y a un problème. Et ceux qui dénoncent ces violences sont perçus comme des traîtres à cette confraternité, ceux qui favorisent la loi du silence. Martin Winkler, médecin généraliste qui a dénoncé les violences médicales, s'est vu recevoir de nombreux reproches comme celui de ne pas être un vrai médecin, donc n'avoir pas le droit de juger, qu'il trahissait la profession, qu'il était anti-confraternel. À cela, il répond avec une éthique du soin qu'il oppose à cette version dégradée de la confraternité comme loi du silence, loi du spectateur passif. Il me semble donc indispensable de rappeler sans ambiguïté quelle valeur je défends. Soigner, pas seulement prescrire des médicaments à ceux qui souffrent, c'est aussi les épauler et le cas échéant prendre la parole haut et fort à leur côté, face à celles et ceux qui les maltraitent, qu'il s'agisse de l'État, des institutions, des membres de leur famille ou de certains médecins. Ma loyauté première va toujours au patient, car c'est ce que dictent mes obligations professionnelles. La trahison, à mon sens, consisterait à les faire passer en second. Si la confraternité consiste à apporter une aide professionnelle ou un soutien moral, rien n'est plus respectable. Si elle consiste à défendre les intérêts des médecins contre ceux des patients, c'est une attitude crapuleuse et indéfendable. Très bien, je ne dirai rien de plus que ce monsieur, ça m'a l'air parfait. Idem entre corps de profession. On voit les témoignages que les aides-soignants s'acharnent sur de futurs infirmiers et infirmières parce qu'elles leur seront supérieures dans quelques années, comme si elles leur faisaient payer le prix de la maltraitance hiérarchique passée qu'elles ont subie. On est là sur un modèle de justice vengeresse, où il est juste de taper sur les nouveaux pour faire payer le mal-être subi par d'autres, comme si cela rétablissait un équilibre. Pourquoi adhérer à une telle reproduction donc violente? Pourquoi vouloir conserver le pire? Pourquoi entretenir un cycle de violence? Ce genre de justice vengeresse, qui de plus ici s'opère sur des personnes qui ne leur ont rien fait, s'exerce peut-être parce qu'il n'y a pas de justice. L'individu maltraité, faute de pouvoir réussir à rejeter la violence qu'il a subie,
Par exemple en la considérant comme injuste, puis en décidant de ne pas se comporter ainsi, parce qu'il veut garder son adaptation au milieu, à sa place, se fait justice de la façon la plus directe et facile qui lui soit, en se défoulant sur des personnes qui lui ressemblent. C'est presque un théâtre psychique qui s'extériorise ici, faute de pouvoir remettre en question le système qui a fait du mal, faute de pouvoir reconnaître que l'on a souffert, ce qui est difficile. On voit une mythologie de la force également ici, conçue comme le fait de dénier ses émotions dans un esprit encore très SDO viriliste. On reproduit ce qu'on a vécu sur un autre qui nous ressemble, ou qu'on jalouse de par son éthique de soin, ses valeurs, son zèle. Cet étudiant qui a une éthique du soin et des idéaux représente à la fois la personne qu'ils ont été et qu'ils ont peut-être tuée progressivement, ou celle qu'ils savent être sur une meilleure voie que d'un point de vue moral, que leur modèle est plus vertueux que le leur. Ces oppressions-là sont dans une souffrance éthique intense, pour en être au point d'avouer qu'ils se sont acharnés sur une étudiante parce qu'elle leur rappelait qui ils avaient été. On le voit aussi très bien dans un témoignage, où une étudiante arrive à faire prendre son traitement à une patiente alors que toute l'équipe infirmier, médecin, psychiatre n'avait pas réussi, ce qui suscite une haine énorme à son égard de la part d'une des infirmières. Christophe Dejour, psychiatre spécialisé dans la souffrance au travail, commente ainsi: les élèves, par leur présence, leurs questions, leurs zèle, deviennent sans le savoir la mauvaise conscience des soignants qui ont violé leur idéal. C'est exactement ça, sauf que c'était débile, j'étais stressé et dégoûté non-stop au lieu de me concentrer sur mon taf et d'être réellement performant. L'entraide, la confiance et de bien faire les choses étaient passés au second plan et au final c'est les collègues délateurs qui étaient valorisés. Ouais. Tous n'ont pas violé leur idéal pour la sacrifier sur l'autel de la productivité. Heureusement. Mais Dejour insiste énormément pour dire que le problème n'est pas situé dans les individus isolés. C'est dans l'organisation du travail, centrée sur une politique du chiffre déconnectée totalement du soin. Autrement dit, certes, licencier les employés maltraitants est évidemment une mesure qui peut se faire, mais tant que l'organisation du service fonctionne en sous-effectif, sous des ordres quantitatifs complètement irrationnels, au vu de ce qu'est le soin, alors d'autres deviendront sans doute maltraitants, non par incompétence, par caractéristiques personnelles, mais parce que cette politique du chiffre empêche littéralement d'être bien traitant. À cause de l'esprit carabin moulé dans le SDO. Oh là là, carabin. Ah là là. Il y a un Jean-Michel sur internet, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des petits dessins et compagnie, Vite Carabin je crois, ou un truc comme ça, qui est d'une toxicité sans nom. Oh là là, parmi les soignants, on va dire, publics, il est bien placé. Et vraiment, à chaque fois que je vois des trucs qui sortent, et je le vois pas souvent parce que je suis pas du tout cette personne et je veux vraiment pas la suivre, voire même je crois que je l'ai peut-être bloqué, parce que vraiment il y a des trucs qui étaient vraiment très abusés. Enfin, t'as toujours une justification à tellement de trucs qui sont absolument immondes à tous les niveaux et qu'il faudrait absolument pas justifier, qu'il faudrait juste cramer sur place publique et basta quoi. C'est... Non quoi. Non. L'esprit carabin c'est de la merde. Et le mec se revendique justement de ça parce que c'est quelque chose carabin, je sais plus quoi. Bref. L'esprit carabin désigne un mode culturel chez les étudiants en médecine où il y aurait une propension à faire des blagues sexuelles morbides. L'explication concernant cette culture serait liée à la difficulté intrinsèque du métier, proximité avec la mort, la souffrance, l'accès au corps, et à celle compétitive des études et du métier. Ainsi, toutes ces blagues seraient comme une façon de relâcher la pression. Ce serait une tradition remontant à plusieurs siècles où il s'agissait de faire l'inverse de ce qui était attendu dans le champ professionnel. À la pudeur, on oppose l'exhibitionnisme, à l'absence de sexualisation, on hypersexualise de tout, à la place de la propreté, on se comporte salement, etc., etc., pour relâcher les pressions. Concrètement, c'est par exemple la présence d'une fresque dans une salle d'internat où l'on voit un super-héros violer Wonder Woman. Des bizutages, par exemple à l'UFR de santé de Caen, où il demandait de donner une fessée à 3 inconnus dans la rue en criant « T'aimes ça, un coquine ?» et de simuler un coït dans une cabine d'essayage pendant au moins 3 minutes. Et on voit cet esprit carabin qui perdure chez certains médecins qui dérapent ensuite en réelles agressions sexuelles sur les étudiantes ou les patientes. L'esprit carabin est devenu chez certains un modèle comportemental. Peut-on parler de culture SDO ? Oui, on est sur des trucs bien, hein, vraiment, hein, le fun. Ça a pas l'air bien ? Bah ça l'est pas, ça ne l'est pas. Peut-on parler de culture SDO ? On a vu en extension, les hauts scores SDO sont les plus sujets à préjugés, notamment à l'encontre des femmes.
Est-ce qu'il s'agirait de donner le ton dès les études, de trier les gens, de faire passer davantage ceux qui marchent le plus dans une espèce de culture SDO, de maintenir, de reproduire des mécaniques de domination qui favorisent ceux qui jouent ce jeu et de privilégier certaines catégories de la population? Une ancienne étudiante en médecine rapportant ces faits explique: c'est donc en combinant à la pression de la réussite, imposée par un système ultra compétitif et méritocratique, la double peine de l'humiliation permanente et de la domination machiste imposée par mon statut de femme, qu'il a fallu que j'étudie pour ce métier que j'avais paradoxalement choisi pour ses valeurs humaines et sociales. Je n'ai pas résisté à cette pression, à la fin d'une adolescence marquée par un manque de confiance en moi trop répandu dans notre société, et je suis tombé dans une spirale de dépression et d'anorexie. J'étais dans une ambivalence entre l'envie de tendre à cet idéal féminin qu'on me vantait où que j'aille, et celle de prendre le moins de place possible, le moins visible, donc le moins attaquable. Aujourd'hui, j'en suis sorti, définitivement, je l'espère, comprenant que c'est pas la solution, et que je suis prête à organiser la résistance contre le sexisme qui règne dans le milieu médical. C'est tout ensemble, femme hospitalière, qu'il faut que nous luttions. L'extensivité, combinée à des changements politiques, sur l'organisation des études, du travail à l'hôpital, le rejet de toute culture SDO, que ce soit dans les structures et les comportements, peut être une voie, mais comme on l'a vu dans le chapitre sur le SDO, c'est le chantier le plus difficile, car il est terriblement ancré dans nos sociétés. Et les personnes qui pourraient apporter un changement culturel sont généralement sapées au plus haut point, justement parce qu'elles pourraient faire évoluer ces modes. Et tout ceci, c'était avant la pandémie. J'écris ce paragraphe le 22/10/2020. Il n'y a pas encore assez de recul pour bien comprendre de façon vaste ce que la pandémie a pu ravager, a pu changer dans l'organisation du travail. Les politiques ont été hautement contradictoires, des moyens n'ont pas été alloués, il y a eu des pénuries de tout, de masques, de lits, d'appareils respiratoires, de personnel, des violences policières sur des infirmières en colère. Alors V6, avec 3 ans de plus, je sais pas si tu es encore là, mais si tu es encore là, du coup, on a un peu plus de recul. Je crois que c'est pas fifou hein, le recul maintenant. Hein. Ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas arrangé du tout. Actuellement, les syndicats demandent beaucoup plus d'embauches et une augmentation de tous les salaires des soignants, alors que le deuxième vague est en train de monter. La deuxième vague... Ah, elle est loin la deuxième vague. Elle est très très loin la deuxième vague maintenant. Ils ont été lessivés par la première vague, quantités sont en arrêt maladie, ont quitté le métier. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la tension est énorme, et cette tension est palpable dans tous les secteurs de la société. La crise est énorme, mais ce n'est pas sans voie d'action. On l'a déjà vu dans toutes les quêtes constructives, tant transformatrices, et dans certaines extensions, et tout cela peut être réadapté à ces secteurs. Mais l'exemple qui va suivre va encore plus loin en termes d'autodétermination, et il concerne le soin. Ah, c'est la dernière partie. Construction, but, l'environnement humanisant. Ça y est les gens. On arrive à la toute dernière partie. V6 tout à l'heure nous a dit quand on va avoir le bon exemple, après la liste du cringe de l'enfer, donc on a vu la liste du cringe de l'enfer, on arrive sur la partie avec du feel good. Voilà, avec regardez ce qui se passe quand on rechange les choses et qu'on en fait un truc bien. Ça y est, c'est la toute dernière partie du livre. C'est la toute dernière partie du livre. Oh, mon Dieu. Après j'ai fini. Mon Dieu, après j'ai fini la lecture. Il reste 15 pages. Oh, ça va me faire bizarre. 15 pages et on a fini. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon. On s'y remet. C'est la fin de l'extrait chiant. Du coup, je sais pas si t'as entendu il y a quelques secondes, je te demandais, parce que t'as fait un petit paragraphe juste avant qui disait bon, on n'a pas trop de recul, mais avec la pandémie, on a quand même beaucoup de demandes et c'est la merde, alors qu'on a la deuxième vague qui arrive. Maintenant qu'on a un peu plus de recul, c'est quoi ton avis du coup? Est-ce que les choses se mobilisent ou pas? Est-ce que les gens se mobilisent un petit peu pour essayer de reprendre du sens? Est-ce que les politiques vont dans le bon sens? Est-ce que les structures vont dans le bon sens? Ou toujours pas? Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie et ça dit que ça va pas dans le bon sens. En tout cas pas au niveau des organisations. Hein. Voilà, c'est de pire en pire. Hein. C'est... Ouais. Ouais. Faire revenir les personnels soignants non vaccinés et covido-sceptiques. Par exemple. Et anti-vax, tout ça, voilà.
Mhm. Mhm. Quand je vois ce genre de choses, ouais, non, ça n'a pas l'air bien, ça n'a pas l'air bien. Et alors le reste de l'entreprise, voilà. C'est justement durant la pandémie qu'on a eu une nouvelle chef. Bah tu m'étonnes en même temps avec tous les gens qui ont craqué, oui, surtout si tu essayes de continuer à mettre de l'humain là-dedans, à ce moment-là où c'était encore plus violent, et que ça continue d'être encore plus violent. Ouais, un malheur n'arrive jamais seul, hein. Ouais. Bon, allez, on met de côté tout ce qui est mauvais, on va se faire du bien, on va lire un bon truc. Voilà, un peu de feel good pour la fin. Construction, l'environnement humanisant. Dans le 19e siècle, aux Pays-Bas, le soin à domicile était communautaire, c'est-à-dire que des infirmiers et des infirmières s'occupaient d'un quartier de ces malades ou des personnes âgées. Avec le temps, la sécurité sociale était venue à payer presque toute la note de ces services et à changer de politique. Dès 1990, il s'agissait de regrouper tous ces soignants en entreprises, ce qui permettrait des économies d'échelle. Des entreprises ont donc fusionné selon de nouvelles politiques et le soin à domicile s'est progressivement extrinséquisé. A suivi un modèle du type NPM visant à l'économie, le profit, l'optimisation totale des trajets des infirmiers au temps de soins, la performance. Ici, des infirmiers rapportent des témoignages de ces optimisations à but d'économie d'échelle, qui ne sont pas sans rappeler tous ceux qu'on a vus dans les parties confrontations au sujet des politiques NPM. L'une d'entre elles raconte dans Reinventing Organization qu'ils étaient équipés d'un système d'enregistrement électronique qui la rendait folle. Elle devait, certains soirs, voir 19 patients différents. Vous n'avez pas d'autre choix que d'arriver en courant, mettre le bandage, faire la piqûre, repartir en courant. Vous ne pouvez jamais finir votre soin de façon qualitative. Chaque soin, à présent nommé produit, était quantifié en temps. Par exemple, changer des bas de contention est évalué à 2 minutes et demie, une toilette 15 minutes, etc. Un code barre était collé sur la porte des patients. Les infirmières devaient le flasher à chaque intervention pour que leur productivité soit mesurée. Elles étaient étroitement surveillées, benchmarkées et tout le temps inutile. Comme parler aux patients était traqué. De plus, les infirmiers ne suivaient jamais les mêmes patients puisque les visites étaient optimisées pour la productivité. C'était une catastrophe pour les patients, souvent des personnes âgées, déjà affaiblies par leur pathologie, possiblement désorientées, comme pour les infirmiers. Une infirmière rapporte que la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase, a été ce moment où l'entreprise lui a demandé de vendre des produits de pharmacie. Nous avons été profondément affectés parce que l'on s'en servait de notre compétence au mépris de notre intégrité. Pour moi et pour mes collègues, cela portait un coup à notre fidélité envers notre employeur. Le métier a totalement été modelé par des aspirations extra secs. Gain de temps pour plus de profit. Rationalisation des actes sans penser à l'humain, que ce soit le patient ou l'infirmier, pour plus de rendement. Et enfin, sans doute, l'initiative la plus criante de l'aspiration extra sec dominante de l'entreprise, ajouter des fonctions de vente à un métier qui n'a pas du tout cet objectif. Alors, les personnes qui avaient à cœur des aspirations intrinsèques perdaient tout sens à leur métier et pour les patients, cela revenait à être réduit à un produit sur une chaîne de montage dans une usine. Le système orienté vers l'extra-sec est très clairement à l'origine du problème. Il y a encore un petit peu d'extra chiant, mais ça passera. Attention, hein. Je vais te juger un petit peu quand même, hein. Il faut arrêter. Non, en vrai, le mot est pas si horrible que ça à dire. C'est juste que je parle trop vite. Je parle trop vite et du coup, j'arrive pas à le dire. Un jour, un infirmier, qui a aussi quelques rôles de gestion, Jos de Bloch, a eu marre et a créé son entreprise de soins à domicile avec un collègue informaticien, Ard Leferick, et sa femme, Goni Cronenberg. Buurtzorg a été construite d'une façon totalement opposée à ce mode de fonctionnement. Terminé les soins chronométrés. Le benchmark, la rationalisation, la hiérarchie, la bureaucratie, terminé le but unique de faire le plus d'argent possible, terminé les outils informatiques ne servant qu'à surveiller et contrôler les performances. Tout a été reconstruit selon des buts intrinsèques, concrets, pragmatiques. Bien soigner les personnes. Toute l'organisation ainsi que les outils informatiques ont été pensés pour soutenir ce but. Ici, à Buurtzorg, la première chose que font les infirmiers, c'est prendre un café avec le patient. Ils discutent de la maladie, du trouble, de tous les problèmes qui pourraient entraver sa guérison, même des problèmes non médicaux. Ils réfléchissent ensemble à de ce qui pourrait être fait pour améliorer sa qualité de vie et celle de ses proches aidants. Les infirmiers discutent aussi avec leurs voisins, leurs médecins ou autres soignants aidants professionnels, par exemple des travailleurs sociaux, afin de viser leur guérison et leur autonomie. Est-ce que tu préfères prononcer extrinsèque ou Buurtzorg? Alors, extrinsèque, ça va. Buurtzorg, ça va aussi. Par contre, extrinséquisant, voilà, ça c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Quand le patient ne peut pas exprimer sa situation, les infirmiers se rapprochent alors d'une personne qui a un contact régulier avec lui. Ce sont un membre de la famille, un proche. Il ne s'agit pas d'échanger uniquement sur les besoins liés à la pathologie, mais aussi sur les préférences concernant la toilette, le type de petit déjeuner qu'il prend, etc.
Il s'agit aussi de découvrir le réseau social du patient afin de voir si des personnes peuvent donner un coup de main. Par exemple, ils expliquent que la simple visite rapide d'un voisin pour voir si tout va bien résout quantité de problèmes. Le suivi dépend des besoins. Pour une blessure simple où le patient peut vite retrouver son autonomie, le suivi s'arrête dès qu'il peut redevenir indépendant. Si les besoins sont plus complexes, la discussion sur le suivi implique l'équipe, le patient, les médecins, les membres de la famille et peuvent organiser des temps d'adaptation. Par exemple, continuer de passer, même si certes le traitement est fini, mais que le patient ne se sent pas encore prêt à arrêter un suivi. Puis ensuite diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à s'adapter à la situation. Et il connecte donc toutes les personnes, satisfaisant les besoins fondamentaux de tous au passage, et les leurs. Le but intrinsèque est d'aider à retrouver de la santé, de l'autonomie, en dernier lieu, que les patients n'aient plus besoin d'eux. Les patients sont alors vraiment comblés et par exemple l'un raconte dans une lettre de remerciement qu'il a fait appel à Birdsorg suite à une intervention chirurgicale qui nécessitait un suivi à domicile pour vérifier que la plaie ne se rouvrait pas. Un simple coup de fil a suffi à organiser l'aide. Il n'y a pas eu de problème du tout lorsqu'il a dû reporter la date parce que l'intervention avait pris du temps. Ils étaient toujours ponctuels, toujours joyeux, serviables, ils ne regarderont jamais l'horloge, jamais stressants ou pressés. En tant que patient et partenaire, c'est toujours un moment heureux lorsque ces infirmières dansent sur le côté de votre lit car votre plaie s'est refermée d'1 millimètre. Il y avait autre chose qui nous a marqué, le suivi. Après la période de soins, les infirmiers sont venus prendre une tasse de café. Juste un appel social, ont-ils dit. Il était évident pour nous qu'ils l'ont fait pour vérifier la situation. Je n'ai aucune idée de leur gestion, mais je pense qu'ils l'ont fait sans compter leurs heures. Ils l'ont définitivement fait par sincère compassion. Au nom de ma femme et moi, je voudrais exprimer ma reconnaissance au moyen de cette lettre, que nous avons également copiée à l'équipe. Nous exprimons le souhait que cette formule de soins à domicile, menée avec ce genre de personnes, conquiert les Pays-Bas très rapidement. Merci beaucoup. Les équipes prennent du temps avec les patients et les proches aidants, y compris pour ceux qui auraient paru inutiles à des entreprises rationalisantes. Elles fêtent les victoires avec le patient, elles valorisent l'action autonome des proches. Il y a un taux d'attention d'une qualité qui surprend le patient, le suivi après la guérison par exemple. Il y a une merveilleuse proximité sociale qu'adorent les clients, qui sont parfois des personnes extrêmement seules qui n'ont plus du tout d'entourage familial ou amical. Dans une autre lettre de remerciement, un patient se réjouit et remercie les infirmiers d'être venus déguisés et festifs la veille de Noël. La chercheuse Sharda S. Nandram, dont nous citons les extraits des entretiens menés avec des infirmiers de Birdsorg, a elle-même surpris par hasard cette proximité sociale à l'œuvre alors qu'elle allait rencontrer un client. Le représentant des clients avait un rendez-vous avec moi pour l'entretien de recherche et quand je suis arrivé à sa résidence, il y avait une infirmière présente qui n'était pas de service, mais qui était juste venue pour s'assurer qu'il allait bien et pour discuter avec lui en tant que représentant d'un autre problème lié à son travail. Quand j'ai demandé au client si cela arrivait souvent, il m'a dit que les infirmières faisaient partie de sa famille. Donc, s'il ne se sent pas bien, l'une des infirmières lui accordera l'attention supplémentaire en rappelant ou en passant avec de la soupe ou des fruits, etc. Quelques minutes plus tard, l'infirmière qui était planifiée pour ce moment-là est arrivée et c'était tout à fait normal de voir une autre collègue boire une tasse de café avec lui. Tout semble se faire tranquillement, dans un esprit de sympathie familière, sans pression à faire des actes médicaux, au plus vite, ou le faux self. C'est quoi le faux self ? Notion de Winnicott qui représente une personnalité qui montre publiquement et qui diffère de qui on est vraiment. Okay. Très bien. Donc le faux self du professionnel très occupé. Encore une fois, prendre le café semble fondamental. Il y a un quotidien fait de beaucoup de discussions, de temps d'attention sociale, de toutes sortes de petites attentions très amicales. Par exemple, un autre patient remercie l'entreprise parce que l'un des membres de l'équipe lui a offert un cadeau à Noël. Mais il y a plus que ça. Au travers de cette lettre, je voudrais exprimer ma gratitude pour l'excellent travail accompli par l'équipe. Toujours prêt à aider, jour et nuit, pour les jeunes, les vieux, les malades, les handicapés, en toutes circonstances. Les discussions amicales font également partie de leurs compétences et de nombreuses personnes seules se sentent soutenues par un tel moment. Ils peuvent alors se coucher en toute tranquillité d'esprit. On le voit au travers de ces témoignages, l'aspect péjoratif entreprise semble parfaitement gommé. Les clients ne parlent jamais de l'administratif, des rendez-vous, de l'organisation, du temps alloué aux soins, des horaires, de la pression à la rapidité, parce que tout semble couler de façon très naturelle et tranquille, comme un proche s'occuperait d'un autre proche, prenant le temps qu'il faut, y compris hors soins, pour échanger. Le travail dans sa définition est la plus rigide, tayloriste et comme absent pour laisser place à quelque chose d'extrêmement social. Ainsi, cette cicatrice se refermant est l'occasion pour l'équipe et le patient d'une micro-fête joyeuse. Et Noël est l'occasion de se donner des cadeaux et de se déguiser parce que c'est plaisant de vivre socialement entre personnes. L'organisation y est pour quelque chose dans la permission de ce vécu. On le voit avec l'absence de pression sur l'équipe soignante. En effet, si l'autonomie est visée pour le bien-être des patients, cette autonomie est visée aussi pour l'équipe. Ces équipes travaillent en autogestion, environ 10 personnes dans un quartier, ils sont au maximum 12. S'il y a besoin de plus de personnes, la règle est de créer une nouvelle équipe, sinon le modèle hiérarchique pourrait subrepticement revenir. Cette idée de petite équipe est aussi un bienfait pour les patients. Comme seuls quelques infirmiers viennent à votre domicile, il est donc bon d'avoir des visages familiers.
Vous avez l'impression qu'ils vous traitent comme un être humain. Mes anciens prestataires de soins à domicile ne travaillaient pas comme ça. Les infirmiers ne s'occupaient pas de mes problèmes, ils ne s'intéressaient pas à mes préférences en tant qu'être humain. Parfois, ils n'étaient pas du tout préoccupés par mon sort. Oh, si vous êtes malade, vous êtes dépendant des autres, vous avez besoin de la chaleur et d'attention personnelle, du sentiment que quelqu'un vous écoute. Il n'y a aucun chef dans l'équipe, ils sont tous infirmiers et infirmières assistants, avec des rôles liés à l'autogestion en plus. La gestion du matériel, la trésorerie, la planification, l'information, mentor pour les nouveaux arrivants. Il y a des rôles plus originaux, comme le team player, qui connecte les personnes les unes aux autres, met en correspondance les convictions, les opinions, les projets de chacun, aide à trouver des synergies au sein de l'équipe pour résoudre des problèmes. Ces rôles ne forment pas une hiérarchie, mais fonctionnent en coopération, en cohésion, en intelligence collective. Tous responsables, ils s'occupent ensemble des questions de budget, de formation de chacun, des projets, des problèmes, des solutions, de recrutement. Sharda Esnandram leur a demandé quel profil de personne correspond à la façon de travailler à Budzorg. Et ils ont répondu qu'ils ne s'intéressaient pas tellement aux données biographiques, mais davantage aux capacités des personnes. Qu'ils aimaient les personnes ayant les pieds sur terre, cherchant des solutions aux problèmes des patients. L'autonomie, le pragmatisme, la responsabilité, la créativité, l'ouverture, l'humour étaient des qualités recherchées. Ils rejettent par contre les personnes cherchant du pouvoir de domination. Ceux qui ont des ambitions d'exercer du pouvoir sur les autres et tout coordonner à leur place n'ont pas leur place ici. Nous essayons de travailler en tant que collègues à égalité, d'être transparents, tout en respectant les forces et les faiblesses de chacun. Comme chez Favi, ce modèle sans hiérarchie, mais par interconnexion d'équipes autonomes, empuissantées, laisse place à une émergence forte d'initiatives inattendues. Ces infirmières, ces infirmiers, peuvent envisager dans l'entreprise des projets de beaucoup plus grande envergure concernant tout le territoire. Par exemple, une infirmière a constaté que les proches aidants pouvaient être souvent surmenés et a pensé qu'il faudrait peut-être ouvrir une maison de repos pour eux. Lorsque les personnes ont des projets de cette envergure, elles utilisent le blog de l'entreprise, qui sert de plateforme de communication pour tous les salariés, ce sont environ 10 000. Et ceux-ci apportent leur avis sur cette question, discutent de la proposition, la valident ou non. L'outil informatique, pensé par Hard Leferic à la fondation, est en opposition avec un outil servant à la surveillance et au contrôle. Cela peut prendre des aspects collaboratifs, type Wikipédia, d'accessibilité de toutes les informations utiles, des fonctions de réseau social. Les infirmiers peuvent avoir accès à cette communication avec un collègue qui s'est spécialisé dans un domaine, peut demander à un autre son savoir concernant la résolution d'un problème particulier, bien que ces réserves de solutions soient elles aussi accessibles sur l'outil. Et il y a ces fonctions démocratiques de discussion, de proposition, de vote. Tout ce qui est lié aux chiffres de l'entreprise est consultable par n'importe quel travailleur. Dans cet aspect démocratique de l'entreprise, la voix de Jos de Bloch n'est qu'une voix parmi des centaines d'autres. Il n'est pas plus décisionnaire que les autres. Parfois également, il soumet des idées. Parfois, elles sont refusées. Le pouvoir hiérarchique n'est plus. Il y a une démocratie effective. Frédéric Laloux raconte par exemple qu'un jour, Jos de Bloch n'a pas respecté la sollicitation d'avis et a diffusé un message sur l'intranet où il demandait aux équipes de rééquilibrer les charges de travail car elles étaient inégales et qu'en attendant, les heures supplémentaires ne seraient payées que lorsque toute l'équipe dépasserait les heures contractuelles. Les équipes n'ont pas été d'accord avec cette façon de faire, tout en reconnaissant qu'il y avait un problème à résoudre, et l'ont exprimé par des avalanches de commentaires. Jos de Bloch est donc revenu sur sa décision, s'est excusé et a proposé à la place qu'il y ait un groupe de travail pour résoudre cette question. Il ne reste plus qu'un siège très réduit, environ 30 personnes, modestes, qui gèrent les questions logistiques plus vastes. Mais celui-ci n'a aucun pouvoir décisionnel, il ne fait que soutenir les équipes. Il y a aussi des coachs régionaux qui sont là, mais seulement pour aider les équipes et il est interdit qu'ils prennent des décisions à leur place. Leur rôle est de montrer comment d'autres équipes ont résolu des problèmes similaires, de poser des questions qui aideront l'équipe à imaginer leurs propres solutions. Les coachs ne cherchent pas à faire éviter les problèmes et les conflits, mais les soutiennent pour les aider à résoudre par elles-mêmes. Souvent, ils soulignent leurs forces, les motivations, les capacités de l'équipe face aux problèmes. Ils font sentir toutes les possibilités de l'équipe face à la situation. Jos de Bloch, toujours dans la crainte de glisser dans un modèle hiérarchique, s'empêche de faire des réunions avec des coachs régionaux, parce que sinon il vaudrait trop intervenir et trop décider. Or, il faut, selon Burzorg, contrer cette tendance qu'ont les gens d'en haut de décider ce que les gens d'en bas font et auraient besoin. Ils ont donc réduit les réunions à 4 par année, ce qui freine cette tendance dont ils se méfient entre eux. L'aspiration intrinsèque à l'autonomie va même encore plus loin, puisque Burzorg rompt les règles implicites du capitalisme en invitant ses concurrents et ceux qui le souhaitent à apprendre leur méthode, leur mode de fonctionnement. Ah ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Oui, bah écoutez, c'est la compétitivité, bah venez voir comment on fait, hein, pas de soucis. Et puis au fur et à mesure, tu leur infuses tes valeurs. Elle est pas mal, j'aime beaucoup la technique, C'est bon ça. Jos de Bloch fait du consulting chez son concurrent direct, Zorg Accent, et il ne demande aucune rémunération pour cela. Il dit, de mon point de vue, toute cette idée de concurrence est une imbécilité. Elle n'a vraiment aucun sens.
Vous cherchez la meilleure organisation possible pour apporter la meilleure prise en charge possible. Si vous partagez ce que vous avez découvert, si vous donnez des informations, les choses changeront plus vite. La coopération, les amis, c'est ça la vie. Les indicateurs extrinsèques. Extrinsèques. Burzorg s'oppose structurellement à l'idée d'une entreprise à visée lucrative extrinsèque, dont on pourrait s'attendre en toute logique à ce qu'elle échoue totalement en termes financiers puisque son modèle est totalement opposé aux règles capitalistes, qu'elles soient implicites ou explicites. Alors, oui et non. Je vois ce qui est dit et je comprends, mais on a déjà vu à plusieurs moments que c'est pas le cas. Parce que notamment c'est le genre de structure qui est beaucoup plus évolutive et donc qui peut beaucoup plus facilement répondre à des problèmes de crise gérés notamment par les règles capitalistes et les besoins capitalistes, en vrai de vrai. Ce qui est peut-être un peu paradoxal parce qu'effectivement on se dit une entreprise qui est pensée et construite dans le cadre capitaliste, finalement elle est adaptée. Alors qu'une entreprise qui est pensée à contre-courant du cadre capitaliste et qui pourtant fonctionne dans le cadre capitaliste, elle n'est pas adaptée. Elle est pas adaptée, donc elle va échouer. Mais en fait, comme on oublie un peu trop régulièrement à quel point c'est un modèle qui est délétère, le capitalisme, à quel point c'est un modèle qui est statique, non évolutif, et qui donc n'est pas capable de pouvoir répondre aux crises. Et c'est ce qu'on constate, le nombre d'entreprises qui chutent, qui se plante royalement, qui fait des choses horribles et qui n'est pas efficace, n'est pas efficient, et quand même très largement supérieur. C'est pas sans raison, c'est parce que le modèle capitaliste ne pousse pas à ça. Si tu penses et que tu joues avec les règles capitalistes, tu ne seras pas effectif. Tu ne le seras pas. À court terme, d'accord, tu vas faire du chiffre. Très bien, Billy, très bien. Sur le moyen et long terme, tu ne seras pas résistant. Peut-être que cette entreprise, et sûrement que cette entreprise a mis plus de temps à pouvoir avoir une base on va dire solide, etc. Mais le truc c'est que là où une entreprise prédatrice type capitaliste restera et reste constamment une entreprise avec des pieds d'argile, des pieds qui, si tu les mouilles, s'effondrent et toute la structure part avec, ce genre de structure qui est pensée totalement en dehors de ces cadres-là se construit tout doucement avec une base solide, avec des fondations extrêmement profondes et renforcées avec des poutrelles d'acier à tous les niveaux. Donc quand tu as une crise qui va arriver, généralement, la seconde va vachement bien tenir. Alors que la première, pas forcément, loin de là. Et ça, c'est un truc qu'on a trop souvent tendance à oublier de mettre de côté. Le modèle capitaliste est tellement dysfonctionnel que même les entreprises pensées et conçues dans son cadre sont profondément dysfonctionnelles et faibles, de fait. C'est bien pour ça que des entreprises qui finalement, assez paradoxalement se dirait, sont pas adaptées et vont y passer, au contraire, sont des structures qui sont beaucoup plus évolutives et à même de répondre à des crises. La seule grosse différence qu'on a, en gros, par rapport aux entreprises capitalistes, par rapport aux entreprises comme ça, c'est la capacité de prendre une décision. On notifie assez généralement qu'une entreprise qui est très centralisée, avec une direction très centralisée, avec un PDG, etc., va pouvoir prendre une décision très vite, beaucoup plus vite que, par exemple, une société qui est fondée sur les échanges, des points de vue pluriels et une prise de décision par consensus. Il y a généralement une différence en termes de vitesse à laquelle on prend une décision. Par contre, ce que montrent les études globalement, c'est que dans le cas où tu es tout seul à prendre ta décision, ok, tu la prends vite, tu peux la prendre très mauvaise. Tu peux prendre très vite une très mauvaise décision. Et du coup, tu peux royalement planter ton entreprise et tous les gens qui la constituent. A contrario, à partir du moment où généralement tu fais appel à des gens pour faire une prise de décision par consensus, tu vas mettre généralement un peu plus de temps, mais la réponse sera généralement très adaptée au problème, très pertinente. Donc soit tu as du bol, tu es tout seul, tu prends la bonne décision à chaque fois, un peu par hasard, un peu au pif, soit au contrario, tu vas mettre un peu plus de temps à la prendre, mais par contre elle sera forcément, très fortement probable, d'être la bonne solution. Et c'est ça où il y a une différence en fait, est-ce que tu veux jouer sur la chance ou pas? Si tu as du bol, tant que tu as du bol, ça passe, très bien, cool. À partir du moment où tu n'auras pas de bol, à partir du moment où la crise sera un peu trop importante pour toi, ça sera fini. Et c'est ce qu'on constate dans le monde capitaliste. Alors que dans des structures comme ça, ok, ta prise de décision est plus lente, très bien, tu vas gagner un peu moins d'argent au début, ok, mais sur le long terme, tu vas résister. Ton entreprise sera probablement beaucoup plus pérenne sur le temps que n'importe quelle autre entreprise. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important à garder en tête. Collectiviser le savoir et les valeurs de solidarité, surtout la mentalité prédatrice qui fait prendre des mauvaises décisions, ouais. La coopération est plus résiliente que la compétition, clairement.
Je continue. Eh bien non, au contraire. Avec les années, l'entreprise a conquis quasi tout le marché du soin à domicile des Pays-Bas et affiche des résultats excellents, y compris sur des indicateurs extrinsèques, contrairement aux entreprises rationalisantes visant le profit et les économies d'échelle. Lorsqu'on lit les propos des clients des infirmiers et infirmières, on a l'impression qu'ils prennent un temps considérable à sociabiliser. Une entreprise capitaliste y verrait une perte de temps qui grignote tout ce qui rapporte de l'argent, à savoir le soin médical lui-même. Seulement, voilà, prendre son temps, donner du temps d'attention sociale à la personne fait gagner du temps. Une étude de Ernst et Young en 2009 montre que Burzog a réduit de 40% le temps passé avec le client, parce qu'ils sont plus rapidement en bonne santé. Cela peut paraître paradoxal dans notre filtre de perception extrinsèque que prendre du temps à sociabiliser fasse gagner du temps, mais d'un point de vue psychologique, social, c'est parfaitement logique. Prendre soin d'autrui, médical ou autre, ce n'est pas une question de minutes, d'heures comptées par nos montres, mais d'attention qui est injectée, d'ambiance et d'émotions joyeuses, libérées, tranquilles, sincères. Cette injonction d'humanité dans le temps n'est pas calculable par un chronomètre, n'est pas fonction d'un nombre de minutes. Cette injonction puissante d'humanité est efficace pour nous nourrir, nous soutenir et nous guérir. En conséquence, on est donc plus rapidement sur pied, parce qu'on se sent sincèrement écouté, soutenu, avec un appétit à vivre qui nous guérit tout autant que le soin médical lui-même. L'étude de Ernst et Young estime que l'économie réalisée par la sécurité sociale hollandaise serait à la hauteur de 2 milliards d'euros par an si les entreprises étaient aussi performantes que Burzorg, notamment parce que les demandes d'urgence ont été réduites d'un tiers. Et lorsqu'il y a hospitalisation, le séjour est plus court. Côté employé, il y a 60% d'arrêt maladie de moins, 60% d'arrêt maladie en moins que dans d'autres entreprises similaires. Le turnover 30% plus bas qu'ailleurs. La performance 10% plus haut que dans une entreprise à benchmark. L'entreprise est selon les employés satisfaisante à hauteur de 8,9 sur 10 contre 8,1 en 2014 pour les entreprises concurrentes. Elle reçoit régulièrement des titres de meilleur employeur. La satisfaction des clients parmi 308 services de soins à domicile est la plus haute. Ils sont particulièrement satisfaits de la disponibilité du personnel, de leurs compétences, de la sécurité du soin. Ils ont une notation de satisfaction moyenne de 9,1 sur 10, 30% plus haut que la moyenne nationale. En 2013, la note était de 9,5 pour Burzog contre 8,4 pour les entreprises à benchmark. Oh, ça pique la différence. Entre 2009 et 2013, l'entreprise a connu une grande croissance, mais progressive. En 2008, il y a 1000 infirmiers et infirmières, insistants, un revenu de 12 millions d'euros pour 5000 clients. En 2010, ils sont 3300 infirmiers pour un revenu de 80 millions d'euros et 25 000 clients. En 2012, ils sont 6000 pour 183 millions et 45 000 clients. En 2014, ils sont 8500 pour 280 millions de revenus. En 2015, plus de 9000 pour 350 millions. En 2014, ils sont le plus gros marché de soins à domicile. 2 tiers des infirmiers en soins à domicile du pays travaillent pour eux. Ces bonnes finances sont possibles d'une façon assez simple à comprendre. Il n'y a pas d'argent ni de temps alloué à la publicité. C'est le bon travail des personnes sur le terrain qui a permis de progressivement faire connaître Burzorg. Les frais sont réduits au maximum pour tout l'aspect administratif, gestion et cadre. L'argent est mis prioritairement en première ligne, via les équipes d'infirmiers et d'infirmières qui décident. Contrairement à leurs concurrents, il n'y a pas de tarifs différents selon les prestations. C'est toujours facturé 57 € de l'heure pour le client. Il s'agit de simplifier le système pour tous, et aussi de déconstruire des systèmes implicitement hiérarchiques, portés à la distinction des pratiques, qu'une toilette serait moins importante qu'un soin purement médical, par exemple. L'argent est géré en première ligne. Tout le personnel de Burzorg a accès à tous les chiffres via l'intranet, à l'argent qui peut être dépensé par l'équipe. Ils décident ensemble si cela va au-delà de ce qui est habituellement prévu. Il y a une sollicitation d'avis à plus de personnes. Les salaires vont du plus bas à 22 € et au plus haut à 70 € de l'heure. Il y a un budget de 3% par équipe alloué à la formation. Cela ne suffit pas, ils peuvent demander plus, toujours via la sollicitation d'avis. Et c'est l'équipe qui décide. Au-delà de ces chiffres, la victoire est aussi que le métier d'infirmier, le but de soins, peut rester pour les personnes une vraie vocation, intrinsèque, qui dépasse d'ailleurs le médical. Burzorg a réussi à mettre un frein à l'extrinséquisation, je vais y arriver, de son pays en mettant à disposition des infirmiers et des infirmières, des patients, un modèle sincèrement intrinséquisant. Nous avons ce dicton entre nous. Vous servez les clients comme s'ils étaient votre propre mère ou père. Lorsqu'un membre de votre famille se plaint de douleur ou de toute forme d'inconfort, vous percevez automatiquement toute la situation et vous comparez tous les signaux que vous recevez d'elle et vous essayez d'en faire une interprétation logique.
Conclure ce qui se passe n'est alors pas un pur processus technique, mais vous regardez l'ensemble du comportement de la personne, etc. Vous avez l'histoire personnelle du membre de votre famille et vous pouvez même inclure une analyse subjective. Hop là. Cette histoire, ils s'en apprennent en discutant avec la personne lors des soins, en montrant un réel intérêt pour sa vie. Elle leur permet ensuite de mieux saisir ce qui va, ce qui ne va pas chez le patient. Quel type d'aide il est pertinent d'apporter. Chose de Bloc travaille à présent à convaincre d'opter pour ce genre d'organisation auprès d'institutions et de gouvernements d'autres pays. Il commence à y avoir des articles de recherche sur ces réajustements, inspirés de Buurtzorg, en Angleterre et en Écosse notamment. Cependant, une revue de la littérature sur Buurtzorg concernant l'exportation du modèle Buurtzorg dans d'autres pays, notamment en Angleterre, semble sceptique quant à l'efficacité de cette exportation du modèle. Bien que Buurtzorg Nederland soit assez ferme sur les convictions et motivations qui ont conduit à cette organisation, ceux qui ont voulu exporter son modèle semblent délaisser cette base et faire des versions ambiguës de Buurtzorg, notamment en forçant le modèle Buurtzorg à rentrer dans un modèle qui veut rester hiérarchique. Un chercheur en médecine commente. Malheureusement, le cynisme s'est faufilé dans cette déclaration. Buurtzorg devra s'intégrer dans le système britannique. Il ne fait aucun doute que la personne qui a dit cela essayait toujours d'insérer ses DVD dans un magnétoscope Betamax en espérant qu'il fonctionnerait encore 20 ans. Cette seule déclaration résume tout ce qui ne va pas avec le système de santé britannique. Parce que l'idée serait plutôt que c'est au système britannique de devoir s'intégrer à Buurtzorg, qui n'est pas pris en compte. Ce serait pourtant un changement de paradigme audacieux, mais pourrait aussi faire disparaître une partie de la chère hiérarchie parasitique. Il y a aussi des exportations qui ne sont pas appropriées. En France, les infirmiers à domicile travaillent en libéral, donc ils sont d'ores et déjà autonomes. L'inspiration de Buurtzorg serait plus appropriée à appliquer dans des environnements hiérarchisés salariés où le NPM est un problème à mon avis. Or, le ministère de la Santé a autorisé l'expérimentation du modèle pour eux. En conséquence, les infirmiers libéraux se sont élevés contre cette expérimentation inappropriée. Évidemment. Ok. Le modèle Buurtzorg attire aussi beaucoup pour des motifs extrinsèques, parce que sa croissance et sa conquête du marché est une victoire également, mais la reconstruction horizontale que cela suppose pour fonctionner a du mal à passer. C'est ce genre de choses qui produit à mon sens des systèmes pseudo-libres, puisque des reproducteurs du modèle de Buurtzorg, ailleurs, veulent maintenir le vieux système autoritaire et hiérarchique, tout en reconnaissant qu'un système d'autonomie serait plus profitable. Ils ne sont pas prêts à abandonner le système de domination et de privilèges qu'offre le modèle hiérarchique, ce qui crée un pseudo-Buurtzorg, un modèle pseudo-libre, qui maintient les principaux problèmes, qui ne supprime pas ce qu'il y aurait pourtant à supprimer. Des défauts. Est-ce qu'il nous reste beaucoup encore ? Question existentielle. 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages. Il reste 7 pages et après il y a encore la conclusion. Je pense que je vais couper la VOD là-dessus et on va en refaire une. J'en étais où sur les défauts? Non, je suis allé trop loin. Je vais me remettre sur les défauts et on va s'arrêter là pour cette fois-ci et je vais continuer la lecture, bien évidemment, pour finir ce soir, enfin aujourd'hui. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.